TLA. Bonjour, bienvenue, c'est le 4e numéro de Radio TLA, le podcast du théâtre Louis Aragon. Nous enregistrons le vendredi 8 novembre depuis le hall du TLA à Tremblay en France. Et voici le sommaire. Première nocturne danse de la saison au TLA. Une soirée, 2 spectacles avec comme toujours des artistes en résidence qui présentent leur travail et des artistes invités. Ce soir l'invité c'était Christian Rizzo avec sa pièce Comme crâne comme culte. Un solo interprété par Jean-Baptiste André, il sera notre invité. L'artiste en résidence c'est ce tout jeune chorégraphe Nathalie Yokel. Oui, on peut dire ça. Oui, tout jeune bien sûr, il en est à sa 3e création Boal, qui est en préparation au théâtre. Philippe Lorenzo, il a présenté ce soir Homo Furens, première pièce de son répertoire. Il est également notre invité. Et avant de les accueillir, Clément Baudouin du TLA va nous parler de ces 2 pièces en quelques minutes. Nous aborderons ensuite en compagnie de Nathalie et nos invités les 2 spectacles. Vous, spectateurs, vous pourrez poser vos questions. Et puis nous parlerons résidence, territoire, présence sur le territoire, puisqu'en ce moment, Jean-Baptiste et Philippe sont très présents à Tremblay et ses alentours. Radio TLA, le podcast du Théâtre Aragon, épisode 4. Allez, c'est parti. Radio TLA. Radio TLA. Et bonjour Clément Baudouin. Bonsoir. Bonsoir, oui, bonsoir. Ce soir, on a vu Comme crâne comme culte et Homo Furens. Tout à fait. Alors, je vais déjà vous parler de Comme crâne comme culte. Le spectateur découvre un plateau entièrement blanc et légèrement relevé sur le fond de scène, donnant une impression de perspective et de fuite. Sur scène, un danseur, Jean-Baptiste André, qui s'avance en combinaison de motard. Il est complètement dissimulé, chaussures, pantalons, gants et blousons de cuir, ainsi qu'un casque de moto. On ne voit qu'une silhouette, un corps sans visage. Pendant près de 30 minutes, il exécute des mouvements, parfois proches du sol, le corps plaqué sur ce dernier, et parfois plus aérien, défiant les lois de la gravité pour mieux s'en décoller. Les membres de son corps se tordent et en attrapent d'autres, offrant au spectateur une chorégraphie tout en lenteur et en finesse, dans laquelle chaque mouvement est décortiqué un à un. L'absence de fond sonore, du moins pendant les 25 premières minutes sur 30, c'est à peu près ça, permet de tendre l'oreille pour entendre les détails de cette performance et les bruits du cuir qui se tord. Le spectacle se termine sur un salut qui ne dévoilera rien du danseur, très droit, le casque sous le bras. Il salue le public, couvert d'une cagoule noire, lui recouvrant intégralement le visage. Et Homo Furens. Et Homo Furens, là encore un plateau blanc, mais 5 danseurs cette fois sur scène. Le spectacle s'inspire des entraînements commando, assez physiques, qui mettent le corps à l'épreuve et le poussent dans ses retranchements. C'est un parcours, une succession de mouvements qu'exécutent les danseurs. Ils répètent ces mouvements comme une boucle, une répétition. Les corps sont mis à rude épreuve et dialoguent entre eux. Ils sont par moments des obstacles. Un danseur passe sous un autre ou l'escalade. Et par moments, ils sont un appui. Un corps relève un autre, aide l'autre à exécuter un mouvement commun et utile à la création d'un groupe et d'un esprit de cohésion qui s'instaure entre les artistes. Le parcours est symétrique. Les hommes se répondent en canon en reprenant les mouvements des autres. Là encore, pas de son. On entend les chaussures qui crissent sur le praticable et les hommes sont haletants. À la fin, au moment du salut, on voit que c'est vraiment une performance physique, comme en témoigne à la fin. Ces hommes qui sont haletants, en sueur et qui ont vraiment dépassé leurs limites. Des hommes hors limite, c'était le sous-titre de cette soirée. Merci Clément. Merci. Merci beaucoup, à très bientôt sur Radio TLA. Vous allez laisser votre place à Philippe Lorenzo, qui, sous les applaudissements de la foule, va arriver sur le plateau. Bonsoir Philippe. Et qui salue Jean-Baptiste André. C'est en public ce soir. Donc bonsoir Philippe. Hello. Salut. Tu peux mettre ton casque si tu veux. Et bonsoir Jean-Baptiste André. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Radio TLA. Nathalie Yokel, on a vu ces 2 spectacles et on avait envie de les faire réagir en tant qu'interprète et en tant que chorégraphe. Absolument. Donc c'est le principe de la nocturne. C'est le dialogue entre 2 œuvres. En fait, c'est un plateau partagé. On a souvent l'habitude d'inviter des chorégraphes en résidence et puis c'est l'occasion d'inviter d'autres artistes à partager le plateau. Donc pour nous, on découvre en fait le soir même si les œuvres entament ou non un dialogue. C'est vrai que ces 2 pièces nous parlent d'une certaine façon de masculinité, par exemple, mais de façon radicalement différente. C'est-à-dire, esthétiquement, on a là 2 projets totalement différents, très divers. Ça nous permet aussi, nous,
d'appuyer sur le fait que la danse, c'est un art pluriel. Mais il y a deux choses aussi qui se retrouvent, et j'ai envie que vous nous parliez de ça en tant qu'interprète et en tant que chorégraphe. Il y a la question, Jean-Baptiste, de l'effort, et comme disait tout à l'heure Clément, de la performance physique. Comment, Jean-Baptiste, tu prends en charge, toi, en tant qu'interprète, cette question de l'effort, de la performance, de la virtuosité à cet endroit-là de Comme Crâne, comme culte? J'ai assisté au spectacle de Felipe et je me disais que c'était un très bel écho sur cette question de la performance qui se joue qui est une même performance mais qui a des amplitudes différentes. Je dirais que pour Comme Crâne, elle est plus contenue et elle est nécessairement contenue puisqu'en fait je suis complètement guindé par ce costume qui est une sorte d'habitacle, une armure aussi. Parce que quand on met ça, on a l'impression d'être un peu invincible. Je suis couvert de la tête aux pieds. Il fait très chaud dedans. Et on n'a pas beaucoup de place pour bouger. Donc on est obligé d'aller presque trouver les micro-endroits, les micro-espaces, la respiration qui se déplace aussi. On respire généralement par le ventre. Parfois, le corps est tellement tordu qu'on est obligé de changer un peu sa manière de respirer, de trouver des souplesses, des endroits de passage, parce que elle peut très vite emprisonner cette combinaison aussi. Et parfois, elle réduit énormément l'amplitude de mouvement et des possibilités que j'ai. Quand je fais un équilibre, par exemple, qui est pas du tout, quand je le fais en jogging, ça me pose pas de problème là. Il y a un champ de vision qui est réduit, il y a une perception de la gravité différente avec le casque. Donc je dirais la performance, elle est réelle, en effet. Elle n'est pas forcément visible parce que je veux dire par rapport au Mont Furens, je veux dire il y a une empathie complète là avec les 5 interprètes sur le plateau où on sent que ça respire. Là pour Comme Crâne, comme culte, elle est en creux, elle est rentrée. Sans doute on voit la performance, mais je pense elle est plutôt, elle est plus contenue, elle est plus retenue, plus intime peut-être. C'est peut-être ça qui fait qu'il y a une empathie qui se crée, mais différente, peut-être plus. C'est pas plus ou moins, mais elle est, elle est, je sais pas, elle est plus rentrée, quoi, plus. Donc la pièce, elle est difficile en ça qu'elle n'est pas explosive du tout. Elle n'est pas dans la décharge d'énergie. Il faut garder le cap, il faut garder une certaine vitesse et une certaine. Elle demande effectivement d'être très précis, d'être très à l'écoute, parce qu'elle joue beaucoup sur la dissociation des mouvements, comme si chaque partie du corps prenait son indépendance. Et en même temps, c'est très puissant, puisqu'en fait, on est tout le temps contenu, et par le costume, et puis aussi par le mouvement qui fait que on doit respecter cette vitesse, et jamais en démordre. Il y a des moments où ça s'accélère, mais c'est ce ralenti-là qui fait performance, quelque part, je dirais. Et tu parles donc d'enfermement, de quelque chose de contenu, de rentrée. Pour autant, pour le spectateur, j'ai l'impression, en tout cas c'est une sensation, que nous on le vit plutôt comme quelque chose qui va nous projeter dans des imaginaires en fait. Parce qu'il y a la question de la disparition aussi, quelque part, de toi en tant qu'individu, en tant que Jean-Baptiste. Derrière cette chose, on ne sait pas si c'est un homme, une femme, un animal. Il y a un déploiement d'imaginaire quand même qui se fait. Ça, je dirais, dans le spectacle, j'essaye de complètement m'en détacher. C'est-à-dire que j'essaye et avec Christian Rizzo, on avait essayé de ça, c'est-à-dire que j'essaie de faire qu'elle soit uniquement performative cette pièce, et pas essayer de faire un mouvement pour que ça évoque quelque chose. C'est-à-dire que je suis dans l'exécution pure, et c'est déjà quelque chose. Et je crois que c'est l'imaginaire du spectateur qui voit telle ou telle scène. Quand on l'a créé en 2005 au Festival d'Avignon, les gens disaient on a l'impression de voir un motard qui chute, c'est une sorte de chute au ralenti. Moi, j'avais pas l'impression que c'était ça. J'avais plutôt l'impression il fallait que je fasse des roulades et des roues. Donc c'est très prosaïque pour moi, c'est très concret. Mais en effet, je pense que c'est la lenteur.
une certaine forme d'hypnotisme aussi, d'attention, de dentelle du mouvement. Ça invite à voyager peut-être aussi avec ça. Mais moi, j'essaye justement de pas me dire il faut que j'interprète ou que je bouge d'une certaine pour donner une certaine lecture. En fait, c'est une sorte de précipité. C'est quelque chose qui s'offre au regard comme ça. Et alors toi, Philippe, même question. Donc toi, en tant que chorégraphe de cette pièce, qu'est-ce que tu as donné comme consigne aux danseurs pour prendre en charge cette question de l'effort et de la performance physique? Là, c'est clair que c'est assez. On peut le percevoir comme quelque chose de très catégorique. Voilà, c'est à partir d'un entraînement commando ou d'un parcours. C'est comment les danseurs ils peuvent éprouver cet effort physique au fur et à mesure de leur parcours. C'est sûr que là, par rapport à cette première partie de Jean-Baptiste, c'est quelque chose de beaucoup plus projectionné. Voilà, on utilise l'espace, on est aussi bien l'espace, aussi bien aussi à l'intérieur, aussi bien l'espace entre les danseurs, scénographiquement aussi. Donc là, moi, je l'ai conçu comme quelque chose où l'effort physique vient d'abord d'un parcours très strict, élaboré dans l'écriture, et au fur et à mesure, elle prend davantage d'espace et davantage d'amplitude dans le mouvement et dans l'espace. Donc là, l'effort physique se fait par le mouvement, se fait par bien sûr l'écriture, mais aussi au fur et à mesure par l'interaction, enfin l'échange qu'il y a entre les 5 danseurs. Quand je parle de projection, bien entendu, je ne fais pas ça pour le projectionner, enfin, pour le public, ça reste toujours entre eux. Voilà, c'est un parcours qui est imposé, tout est écrit, absolument tout est écrit du début jusqu'à la fin. Donc il n'y a pas de place pour la projection aux spectateurs. C'est juste la projection physique et sonore qu'on entend de la respiration qui va vers le public et entre eux. Il n'y a pas de quatrième mur, c'est-à-dire que même si tu envisages ce type-là de projection, ça passe complètement vers le spectateur. On a vu les réactions, il y a une empathie envers ces danseurs. Il y a une projection. Après, je ne l'ai pas pensé comme ça. Je ne l'ai pas pensé à les pauvres danseurs. C'était le but de toute façon de... la particularité de ce soir, c'est une version courte. C'est une pièce qui dure 1 heure. Donc là, on a une deuxième partie qui n'est pas du tout... pas du tout visible et qu'on retrouve plus l'humain des danseurs. Alors que là, cette partie, elle est beaucoup plus écrite et c'est plus une forme, on va dire, plus proche de parcours commando tel qu'on peut l'imaginer, même si c'est plus abstrait. Mais quand même, toi qui as un parcours de danseur qui est long comme mon bras, enfin plutôt long comme le bras de Vincent ici présent pour être plus juste. C'est de la radio, mais je suis un peu plus grand. C'est pas radiophonique effectivement, mais il y a quand même une autre distance. Qu'est-ce que ça a à voir avec l'entraînement du danseur? Ouh là là, je l'ai pas vu comme ça. Parce que moi déjà, mon entraînement personnel, il est inexistant. Donc j'arrive dans un studio et je m'échauffe à peine. Et j'ai toujours été comme ça et non, je ne l'ai pas imaginé comme un entraînement du danseur ou quoi que ce soit. Vraiment, je n'ai pas pensé un instant à ça. C'est juste c'est tout simple, c'est à partir d'un moment de ma vie, quand j'ai vu un film de Stanley Kubrick, Full Metal Jacket, j'ai fait waouh. C'est cette relation purement mentale, physique, voilà, je donne tout corps et âme pour quelque chose de très spécifique, l'entraînement commando, pour aller quelque part, à la guerre. Voilà, toute cette... on oublie la famille, on oublie tout. C'est concentration sur un moment donné, voilà, sur cet effort physique pour aller quelque part. Et en fait, cette communion, cette réunion de danseurs, qui est là, des danseurs, qu'on touche là quelque chose de plus fraternel. C'est vraiment comment, en fait, on construit quelque chose ensemble. Et là, on va jusqu'au bout ensemble. C'est-à-dire, on ne se quitte pas. On s'entraide. On va jusqu'au bout. S'il y en a un qui est plus faible, on trouve les moyens, on trouve les solutions pour avancer. Et moi, ce que je trouvais essentiel, c'était ça.
C'est-à-dire à partir d'un entraînement spécifique, voilà, comment on pouvait s'entraider, avancer ensemble pour aller jusqu'au bout. C'est oublier qu'on est danseur, parce que souvent, ce qui se passe, comme voilà, j'ai une expérience assez importante en tant qu'artiste, souvent, quand on est danseur, on oublie ce qui se passe autour, on se met souvent en avant. Et justement, c'est comment se mettre en retrait, sublimer davantage son partenaire pour apporter quelque chose de concret. Et là, je trouve cette notion de fraternité au thème du parcours, voilà, c'est un prétexte, mais c'est ça. Comment on peut avancer ensemble jusqu'au bout de cette écriture. Philippe, Jean-Baptiste, il nous reste une petite dizaine de minutes là. On va juste ouvrir la parole s'il y a des jeunes gens qui ont des questions là autour de nous pour venir poser une question à Jean-Baptiste ou à Philippe sur les spectacles ce soir sur Radio TLA. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Oui, viens près de moi. Viens prendre le micro. Tiens, on va prendre le micro de Nathalie ici. Dis-nous ton bonjour. Bonjour. Je voulais savoir pourquoi vous avez mis de la musique. Ça a été quoi le but en mettant de la musique? Jean-Baptiste, en tant qu'interprète pour le coup. Oui, c'est ça. Là, il faudrait poser la question à Christian Rizzo. On a coécrit ce solo, mais la musique, je pense que quand on met de la musique, c'est presque ça met en valeur encore plus le silence. Et donc on pense que la pièce commence en silence et qu'à la fin, il y a cette musique qui, comme si c'était un effet rétroactif, c'est-à-dire que c'est comme si on rembobinait ou on revoyait toute la pièce à travers cette musique en particulier. Il se trouve que c'est un morceau de Anthony and the Johnsons. On était en travail en 2005 à ce moment-là avec Christian pour cette création, et c'était le disque qui tournait à ce moment-là. Ça venait juste de sortir. Et Christian, travaillant beaucoup comme ça, avec l'actualité ou étant sensible à ça, il s'est dit, c'était un peu le tube de l'été en tout cas, et il s'est dit tiens, je vais le mettre. Et donc quand il y a la musique, moi c'est un marqueur fort, ça me replonge à ce moment-là. Et c'est aussi au présent, c'est comme si ça colorait, ça venait donner une tonalité sur quelque chose qui peut-être n'était pas encore très clair, parce qu'effectivement c'est un peu aride, il n'y a pas de musique. Il y a un motard sur du tapis blanc. Moi, en fait, l'histoire de ce solo, c'est que je l'ai vu, il a été dansé en premier en 2003 par Rachid Ramdam, qui avait lui-même travaillé avec Christian Rizzo. Et moi, j'ai vu ce solo qui s'appelait Skull Cult. Et j'étais la première fois complètement abasourdi. Enfin, j'étais même un peu choqué en disant, c'est quoi cet objet? Et après coup, je me suis rendu compte que ça m'avait énormément plu, ça m'avait marqué. Et quand j'ai reçu la proposition comme interprète de participer au Sujet à vivre, j'ai, par une série de circonstances, rencontré Christian Rizzo. Il m'a proposé de reprendre le solo de Rachid Ramdam que j'avais moi-même vu. Donc, en fait, les premiers jours de répète, c'est vas-y, redanse Skull Cult. Alors, moi, je m'en souvenais un petit peu. Et puis, couche après couche, un peu à plat après à plat, c'est devenu comme crâne, comme culte. Et il a complètement changé la musique et il a mis ce morceau-là, et qui est. Alors je sais pas, mais peut-être qui traduit l'humeur qu'on peut avoir sur les 25 premières minutes et qui fait que ça vient ponctuer ou ça vient, en l'occurrence, conclure la fin. Et je trouve que cette musique, à chaque fois que je le rejoue, il y a quelque chose de très fort, surtout sur le dernier accord de piano, qui fait que ça marque encore plus l'absence, le vide, la disparition. Votre présence ce soir, elle est liée donc à cette nocturne, mais aussi au plus qu'un théâtre, j'ai envie de dire, du Théâtre Louis-Aragon, qui sont Nathalie, les résidences en premier lieu. Et on a vécu un truc très drôle juste avant l'émission. Il y a une jeune fille qui s'est penchée vers Jean-Baptiste et lui a dit, je vous connais, mais je vous ai vu déjà, vous êtes venu dans mon collège il y a longtemps, mais c'était il y a 2-3 ans. Mais alors Jean-Baptiste André, vous êtes en résidence, vous êtes interprète ce soir, mais en résidence avec votre compagnie, ici au Théâtre Louis-Aragon, sur 3 années, et Philippe et Lorenzo aussi, vous êtes artiste en résidence. Nathalie, ils étaient cette semaine et dernièrement sur le territoire. Oh là là, mais oui, mais Jean-Baptiste, où étais-tu ce matin? Ce matin, j'étais au lycée Jean Rostand à Villepinte. Mais que faisais-tu? Et je faisais une présentation d'une création à venir qui s'appelle Loré, qui est en coécriture avec un auteur de théâtre qui s'appelle Eddy Palaro, qui sera créé
Le 7 Ici, mars. le 7 mars, Ouais. au Théâtre Louis Aragon, et on est très content que ça se passe là. Mhm. Et c'est une présentation qui est issue d'une semaine de travail dans ce lycée Jean Rostand à Villepinte, en immersion totale. Mhm. Euh, et c'était aussi une semaine qui était ponctuée où on jouait le matin Millefeuille, un spectacle en salle de classe pour des lycéens. Et donc j'ai eu l'occasion de pouvoir jouer il y a 2 ans dans un collège. On avait inauguré la diffusion de cette pièce dans les collèges avec le Théâtre Louis Aragon. Mhm. Et on présentait Millefeuille, on répétait l'orée, on a fait des ateliers et c'est venu comme une cerise sur le gâteau par cette pièce et cette soirée tous ensemble. Pour Comme Crâne, comme culte. Mm. Et Philippe aussi, vous êtes en lien notamment avec l'équipe du théâtre et avec beaucoup d'associations sur le territoire. La dernière fois, je suis revenu et puis ils m'ont dit cette semaine, il y avait Philippe avec une trentaine de personnes d'une asso c'était portugaise, il me semble. Et qu'est-ce qui se passe en ce moment autour de ça, autour de ces rencontres que vous faites sur le territoire? Là, c'est une chance de rencontrer diverses associations culturelles de danse traditionnelle. Donc, la semaine dernière, c'était les danses traditionnelles portugaises et ensuite les danses traditionnelles du Maghreb. Voilà, c'est deux styles qui me rejoignent totalement, de par mes origines et aussi par ma formation, donc formation traditionnelle du Maghreb. Et les semaines à venir seront avec Anna Christina, donc, qui est aussi danseuse de ma compagnie, qui est les danses réunionnaises, danse indienne classique, et la 5e association, les danses bretonnes. Et pourquoi vous les rencontrez, toutes ces Tout associations? simplement parce que C'est là, quoi le but? là, le là je projet traverse ces 2 dernières créations et la dernière qui est pour l'automne prochain, 2020. Je travaille sur les danses traditionnelles du Maghreb et donc j'avais envie de travailler davantage sur les danses traditionnelles du monde entier. Donc qu'est-ce que à Tremblay et autour de Tremblay, quelle association pouvait m'apporter voilà, autour de ces danses traditionnelles. Donc je fais un travail, on va dire, de mémoire, de recherche avec eux et de sortir un peu de ce qu'ils ont l'habitude de faire et de voilà, quelque chose une relation entre moi, ce que je fais, et eux, ce qu'ils font. Merci Philippe, merci Jean-Baptiste André. Merci, oui Nathalie, pardon. On peut rappeler que l'histoire se poursuit avec Jean-Baptiste sur Deal, une pièce que tu as commencé à répéter au Théâtre L'Aragon et qui va voir sa création très bientôt. Oui. Le 31 janvier Ouais. et le 1er février. Au théâtre, oui. Au Théâtre L'Aragon. Quant à toi, Philippe, on aura le plaisir de voir Pulse, qui est ta 2e pièce en tant que chorégraphe. C'est un solo, justement, tu parlais des danses traditionnelles du Maghreb, là plus particulièrement autour de l'Alaoui. Ce sera... Différents styles, il y a plusieurs styles. Il y a 3 ou 4 styles de danse traditionnelle du Maghreb. Ça sera pour Gouel, la future pièce, simplement la Alaoui. Et donc on te retrouvera le 13 mars, voilà, Ouais. sur la prochaine nocturne. Avec plaisir. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir été là sur Radio TLA. Je vous propose... Merci beaucoup. Vous retrouvez le podcast sur le site et puis on se quitte avec Anthony and the Johnson, bien sûr, sur les bons conseils de Nathalie Yokel. Bonne soirée. When I die, will I go? Hope there's someone who'll set my heart free, nice to hold when I'm tired. There's a